Nassourdine Imavov contre Khamzat Chimaev n'existe pas par hasard. Et surtout pas maintenant. Ce combat est le produit d'un alignement rare entre besoins sportifs, tensions narratives et calculs stratégiques de l'organisation. Pour le comprendre, il faut sortir du prisme matchmaking logique et entrer dans celui de la gestion du risque contrôlé. Côté UFC, Chimaev est un actif, pas seulement un combattant invaincu, mais un vecteur de récit, domination instantanée, pression totale, image de menace permanente. Le problème, c'est que ce récit s'est figé. Entre les changements de catégorie, les absences, les combats courts et les oppositions stylées pour lui, l'invincibilité de Chimaev est devenue une évidence non testée. Or, une évidence non testée finit toujours par perdre de sa valeur. L'UFC a besoin d'un combat qui réintroduit de l'incertitude, sans détruire l'actif. Imavov répond précisément à cette contrainte. Imavov, de son côté, arrive à un point de carrière où le statu quo est un piège. Bon classement, victoire solide. Défaite explicable, mais pas de bascule symbolique. Pour sortir du plafond, il lui faut un combat à haute densité narrative. Pas un nom de plus. Chimaev est ce levier. Et surtout, Imavov n'est pas un faire-valoir. Il est dangereux d'une manière qui ne crève pas l'écran, mais qui use les certitudes. Lecture progressive, gestion de l'espace, refus du chaos. Exactement ce que Chimaev a rarement affronté sur la durée. Le timing est donc central. Chimaev ne peut pas rester éternellement protégé par des oppositions qui se brisent au premier contact. Imavov ne peut pas attendre qu'un title shot tombe par accumulation. Ce combat existe parce que les deux trajectoires ont besoin d'un choc, mais pas du même type. Pour Chimaev, c'est un test de durabilité narrative. Peut-il rester dominant quand le combat ne se plie pas immédiatement? Pour Imavov, c'est un test d'accession. Peut-il exister quand la pression médiatique et physique est maximale? Il y a aussi une dimension invisible, la gestion de l'échec potentiel. Si Chimaev perd contre un lutteur pur et dominant, le mythe s'effondre. S'il perd contre un striker méthodique qui le force à réfléchir, le récit change mais ne meurt pas. De même, Imavov peut perdre ce combat sans être disqualifié sportivement s'il résiste, adapte, complique. L'UFC le sait, le risque est calculé des deux côtés. Enfin, ce combat existe parce qu'il oppose deux rapports au temps. Chimaev est construit pour raccourcir le combat, Imavov pour l'allonger. L'organisation crée volontairement une zone de conflit où le temps devient l'arbitre. Si le combat se décide vite, le récit Chimaev est renforcé. S'il s'étire, même sans défaite, le récit est fissuré. Dans les deux cas, l'UFC récupère de la valeur informationnelle. Voilà pourquoi ce combat est programmé maintenant. Pas parce qu'il est logique, mais parce qu'il est nécessaire. Nécessaire pour clarifier une hiérarchie, tester un mythe et forcer deux carrières à sortir de leur inertie respective. La suite logique est d'entrer dans la matière première du combat. Ce qu'Imavov est réellement sur le plan technique, au-delà des clichés, et pourquoi son profil pose des problèmes spécifiques à un dominateur comme Chimaev. C'est là que l'analyse commence à devenir dangereuse. Pour comprendre pourquoi, Imavov est un adversaire structurellement problématique pour Chimaev. Il faut d'abord corriger une erreur fréquente. Le réduire à un simple striker défensif. Ce n'est pas exact. Imavov n'est pas un combattant de réaction passive, c'est un combattant de lecture active. Toute sa valeur réside dans sa capacité à transformer le combat en problème évolutif plutôt qu'en affrontement frontal. Son ADN technique repose sur trois piliers discrets mais redoutables. Le premier pilier est la gestion de la distance non linéaire. Imavov ne se contente pas de reculer ou d'avancer. Il coupe les angles, décale légèrement, oblige l'adversaire à réajuster en permanence. Ce détail est fondamental contre un combattant comme Chimaev, dont la lutte nécessite une ligne d'entrée claire et un engagement franc. Plus la trajectoire est brouillée, plus le timing de l'explosion devient coûteux. Imavov n'annule pas la pression, il la désynchronise. Le deuxième pilier est la frappe utilitaire. Imavov ne frappe pas pour impressionner, il frappe pour modifier le comportement adverse. Jab au visage pour relever la garde. Middle kick pour figer les appuis. Low kick pour ralentir la poursuite. Ce ne sont pas des coups destinés à finir, mais à préparer le terrain. Et c'est précisément ce type de frappe qui est sous-estimé par les combattants ultra-dominants. Elle ne déclenche pas d'alerte immédiate, mais elle modifie progressivement la capacité à imposer un rythme maximal. Le troisième pilier, le plus important, est la patience stratégique. Imavov accepte de perdre des micro-échanges s'ils lui permettent de collecter de l'information. Il n'a pas besoin de gagner visuellement chaque minute. Il a besoin de comprendre quand l'adversaire force, quand il respire, quand il répète. Cette capacité à attendre sans s'éteindre est extrêmement rare à haut niveau. Et c'est exactement ce qui manque souvent au profil construit sur la domination immédiate. Sur le plan défensif, Imavov présente une qualité essentielle. Il défend pour rester debout, pas pour punir immédiatement. Contre la lutte, son objectif premier n'est pas le contre-soumission ou le scramble spectaculaire, mais la préservation de la posture et du centre de gravité. Il préfère céder un pas que céder une hanche.
Cette approche réduit drastiquement l'efficacité des takedowns explosifs, surtout lorsqu'ils ne sont pas préparés par une domination claire en striking. Il faut aussi parler de son rapport à l'adversité. Imavov a déjà été mis en difficulté, touché, bousculé. Il a déjà dû s'adapter en cours de combat. Cela crée une différence majeure avec Chimaev. L'inconfort n'est pas une nouveauté pour lui. Il ne panique pas quand le combat ne lui est pas favorable immédiatement. Il sait rester fonctionnel dans un combat imparfait, mais cette identité a aussi des limites. Imavov n'est pas un finisseur naturel. Il gagne par accumulation, par décision, par contrôle du rythme. Cela signifie qu'il laisse souvent la porte entrouverte à un adversaire capable de créer un chaos brutal. Contre Chimaev, cette limite est critique. Laisser trop de fenêtres, même petites, face à une pression totale peut être fatale. Sa marge d'erreur est donc plus fine que celle d'un profil explosif. En résumé, Imavov est dangereux non pas parce qu'il bat les dominants à leur propre jeu, mais parce qu'il refuse de jouer le jeu qu'ils imposent. Il ne casse pas la vague, il la fatigue. Et dans un combat où le temps est une arme, ce type de profil devient une anomalie difficile à résoudre. La suite naturelle est maintenant d'analyser l'autre pôle du conflit. Le système Chimaev, non pas le mythe, mais la mécanique réelle de sa domination, et surtout ce qui se passe quand cette mécanique ne produit pas de résultats immédiats. C'est là que le combat révèle ses véritables lignes de fracture. Pour analyser Chimaev correctement, il faut d'abord désacraliser sa domination sans la minimiser. Sa force ne réside pas dans une supériorité diffuse, mais dans une séquence très précise, répétée avec une efficacité presque brutale. Chimaev n'est pas un combattant qui gagne partout. Il gagne très fort, très vite, dans un cadre qu'il impose. Son système repose sur un principe central, la compression immédiate de l'espace décisionnel. Dès les premières secondes, il cherche à réduire le combat à deux options pour l'adversaire: subir la pression ou reculer en désordre. Cette compression se fait par une combinaison de marches agressives, de feintes simples mais crédibles, et surtout d'une menace permanente de lutte. Même quand il ne tente pas le takedown, la simple possibilité qu'il arrive suffit à figer les réactions adverses. Le cœur de sa domination est sa lutte coercitive. Ce n'est pas une lutte académique patiente, construite sur des chaînes longues. C'est une lutte d'impact. Il saisit, projette, écrase. Le but n'est pas seulement de mettre au sol, mais de choquer le système nerveux. Beaucoup de ses adversaires ne perdent pas parce qu'ils sont techniquement inférieurs, mais parce qu'ils sont désorganisés dès le premier contact prolongé. Le combat change alors de nature. Il ne s'agit plus de stratégie, mais de survie. Ce qui rend ce style si dévastateur, c'est sa cohérence. Le striking de Chimaev n'est pas élégant, mais il est fonctionnel. Il sert à avancer, à fermer la cage, à provoquer une réaction. Dès que l'adversaire se fige ou se redresse, la lutte arrive. Et une fois au sol, Chimaev ne cherche pas immédiatement la soumission parfaite. Il cherche la position dominante, le poids, la contrainte. La soumission vient souvent comme conséquence, pas comme objectif initial. Mais cette mécanique a un prérequis fondamental, le momentum. Chimaev a besoin que la première phase fonctionne. Il a besoin que la pression produise un effet visible. Quand cela arrive, il devient presque impossible à arrêter, parce que l'adversaire est déjà en mode dégradé. En revanche, quand cette pression ne produit pas de rupture claire, une zone inconnue apparaît. Cette zone, on l'a vu brièvement dans ses combats les plus longs ou les plus disputés. Lorsqu'un adversaire ne se désintègre pas immédiatement, Chimaev est obligé de ralentir, de réfléchir, parfois de boxer plus longtemps que prévu. Ce n'est pas qu'il devient mauvais, mais son avantage se normalise. Sa dépense énergétique devient plus visible, sa pression devient plus lisible. Et surtout, il doit commencer à choisir, là où son style est conçu pour imposer. Un autre point clé est sa relation au risque. Chimaev est habitué à être celui qui crée le chaos, pas celui qui le gère. Quand le combat devient incertain, quand l'adversaire continue d'exister après plusieurs assauts, une tension apparaît. Faut-il redoubler d'agression ou accepter une phase plus longue? Cette décision est critique, car une agression forcée contre un adversaire lucide peut ouvrir des fenêtres dangereuses. Enfin, il faut parler de la rareté de l'adversité réelle dans son parcours. Chimaev a été testé physiquement, mais rarement structurellement. Peu d'adversaires ont cherché à lui retirer progressivement ses outils. La plupart ont tenté de lui résister frontalement, ce qui joue en sa faveur. Imavov, par son profil, propose autre chose. Non pas une opposition directe, mais une érosion ciblée. C'est là que se dessine la ligne de fracture du combat. Chimaev est presque imbattable tant que son système produit un effet immédiat. Mais s'il est forcé d'entrer dans un combat de lecture, de patience et de gestion du temps, il évolue dans un territoire moins familier, pas hostile, mais moins optimisé pour lui. La suite logique est donc la collision pure. Comment ces deux systèmes interagissent concrètement une fois la porte de la cage fermée, round après round, et quels sont les signaux précis qui indiquent que l'un ou l'autre est en train d'imposer sa réalité. C'est là que l'analyse devient décisive. Quand la porte de la cage se ferme, toute la théorie se condense en une seule question. Qui impose le cadre du combat avant que l'autre ne puisse l'altérer? La collision entre Imavov et Chimaev n'est pas instantanée, elle est progressive et elle se lie par paliers. Le premier round est presque entièrement déterminé par l'initiative de Chimaev.
Il cherchera à établir immédiatement sa pression caractéristique. Marche vers l'avant, feinte simple, frappe directe sans surcharge technique, uniquement pour fermer l'espace. Imavov, dans cette phase, n'a pas pour objectif de gagner le round visuellement. Son objectif est plus discret, rester synchronisé, ne pas se faire surprendre par la vitesse d'engagement, ne pas se faire coller trop tôt à la cage, ne pas céder une hanche sur une entrée non préparée. Chaque seconde passée debout, en mouvement, est une victoire fonctionnelle pour lui, même si elle n'est pas perçue comme telle par le public. Le premier moment clé arrive avec la première vraie tentative de lutte. Si Chimaev parvient à amener Imavov au sol avec autorité, sans résistance prolongée, il valide son système. Le combat bascule immédiatement dans un territoire où Imavov est contraint de survivre, pas de construire. En revanche, si Imavov parvient à défendre, à élargir la base, à casser l'angle et à se relever rapidement, un signal invisible mais crucial apparaît. La domination n'est pas automatique. À partir de là, chaque tentative de lutte coûtera plus cher à Chimaev. La fin du premier round est souvent trompeuse, même si Chimaev a contrôlé plus de temps. La question n'est pas le contrôle, mais l'usure induite. Qui respire le plus calmement? Qui retrouve sa posture plus vite après les échanges? Si Imavov termine le round lucide, mobile, sans signe de panique, il a déjà franchi un seuil psychologique important. Il sait qu'il peut exister dans ce combat. Le deuxième round est celui de l'ajustement. Chimaev doit décider s'il double la pression ou s'il commence à gérer. S'il accélère sans résultat clair, sa dépense énergétique augmente brutalement. S'il ralentit, il offre à Imavov le terrain qu'il préfère, celui de la lecture et de l'accumulation. C'est ici que la frappe utilitaire d'Imavov devient centrale. Pas pour finir, mais pour modifier le rythme. Chaque jab qui touche, chaque kick qui oblige Chimaev à réajuster ses appuis, chaque sortie d'angle réussie enlève un peu de netteté à la pression. Le clinch, dans cette phase, devient une zone de vérité. Si Chimaev y dominait sans forcer, il reste dans son monde. S'il doit lutter longuement pour chaque position, porter le poids, corriger plusieurs fois la même entrée, l'économie du combat commence à s'inverser. Imavov n'a pas besoin de gagner ses séquences, il a besoin de les rendre coûteuses. À l'approche du troisième round, la différence de profil devient visible. Chimaev reste dangereux, mais son style demande toujours un engagement maximal. Imavov, lui, gagne en confort relatif. Ses décisions sont plus rapides, non parce qu'il est plus explosif, mais parce qu'il est moins pressé. Et dans un combat de ce niveau, le combattant le moins pressé prend souvent l'ascendant. Le dernier round, s'il a lieu, n'est plus une question de technique pure, mais de cohérence sous fatigue. Chimaev doit encore créer un événement. Imavov doit simplement empêcher cet événement d'être décisif. Chaque minute sans bascule renforce la logique d'érosion. Chaque tentative avortée de lutte rapproche Chimaev d'un combat qu'il n'a pas l'habitude de gérer, un combat où il n'est plus le seul à dicter. C'est ici que beaucoup de spectateurs se trompent. Ils attendent un moment spectaculaire, alors que la décision est souvent déjà prise. Si Imavov continue de se déplacer, de toucher, de refuser les positions dominantes sans se désunir, il est en train de gagner le combat sans le montrer. A l'inverse, si Chimaev parvient à recréer une séquence de domination franche, même tardive, tout peut basculer instantanément. Ce combat est donc moins un affrontement de style qu'un test de compatibilité avec le temps. Le temps est l'allié d'Imavov, mais seulement s'il survit à la phase où le temps n'existe pas encore. Chimaev, lui, combat contre le temps autant que contre l'homme. S'il gagne vite, il confirme son mythe. S'il ne gagne pas vite, il entre dans un combat où chaque minute lui pose une question nouvelle. Quelle énergie me reste-t-il? À ce stade, l'analyse ne peut plus rester abstraite. Le combat s'est réduit à quelques scénarios plausibles, et chacun d'eux entraîne des conséquences différentes, non seulement dans la cage, mais bien au-delà. Scénario 1, victoire de Chimaev par domination rapide. C'est le scénario attendu, celui que l'UFC sait vendre. Chimaev impose immédiatement sa pression, trouve un takedown propre, installe une position dominante et termine avant que le combat n'entre. Dans une phase de lecture, sportivement, cela confirme son statut de force brute hors norme. Mais paradoxalement, cela n'ajoute pas beaucoup d'informations nouvelles. Il bat Imavov comme il a battu d'autres avant lui, par submersion. Le mythe est renforcé, mais pas enrichi. Conséquences directes, title shot quasi immédiat ou combat numéro 1 contender. Conséquences cachées. Les futurs adversaires n'ont toujours pas de données fiables sur ce qu'il devient dans un combat long. La peur reste l'arme principale autour de son nom. Scénario 2. Victoire de Chimaev dans un combat long et disputé. C'est un scénario beaucoup plus intéressant et beaucoup plus risqué pour son image. Chimaev gagne, mais il doit travailler, s'adapter, encaisser, gérer le temps. Il n'écrase pas, il contrôle, parfois difficilement. Sportivement, c'est une victoire majeure. Il prouve qu'il peut gagner sans domination immédiate. Narrativement, c'est ambigu. Il perd une partie de son aura d'invincibilité brute, mais gagne en crédibilité globale. Conséquence directe, il reste dans la course au titre, mais le matchmaking devient plus prudent. Conséquence structurelle, les adversaires cessent de paniquer d'avance. Le combat contre Chimaev devient gérable, même s'il reste dangereux. Scénario 3, victoire d'Imavov par décision ou TKO tardif.
C'est le scénario le plus perturbateur pour l'écosystème UFC. Imavov ne bat pas Chimaev en l'écrasant, mais en le neutralisant sur la durée. Il survit à la pression, force l'adaptation, gagne les échanges tardifs. Sportivement, c'est une victoire de très haut niveau, presque pédagogique. Narrativement, c'est une fracture. Le mythe Chimaev change de nature. Conséquence directe, Imavov entre immédiatement dans la discussion pour un title shot ou un combat final éliminatoire. Conséquence profonde, Chimaev cesse d'être perçu comme une anomalie incontrôlable et devient un combattant, normalement battable. Cela ne le rend pas faible mais humain. Scénario 4, victoire d'Imavov par soumission ou arrêt net. C'est le scénario le plus rare, mais le plus radical. Il implique une erreur majeure de Chimaev, souvent liée à la frustration ou à la fatigue. Sportivement, c'est un séisme. Narrativement, c'est une réécriture complète du récit. Conséquence directe, Imavov devient un acteur central de la division. Conséquence à long terme, toute la stratégie UFC autour de Chimaev doit être repensée. Son invincibilité n'est plus un argument, seulement un souvenir. Ce que ce combat a fait aux deux hommes, indépendamment du vainqueur. C'est ici que l'analyse dépasse le simple résultat. Si Chimaev gagne, il est obligé d'évoluer. Plus il avance dans le classement, plus il affronte des profils capables de durer. Sa carrière se joue sur sa capacité à devenir plus complet sans perdre son identité. Si Imavov perd mais résiste, s'adapte, complique, il sort grandi. Il devient un combattant que l'on ne donne plus en test, mais que l'on respecte comme barrière stratégique. Beaucoup de carrières UFC se sont construites ainsi. Si Imavov gagne, il change de statut. Il ne sera plus un outsider méthodique, mais une menace directe pour les sommets. Cela implique plus de pression, plus d'exposition, plus d'attente. Imavov versus Chimaev n'est pas un combat sur qui est le meilleur. C'est un combat sur quel modèle de domination est viable quand le temps entre en jeu. Chimaev représente la victoire par compression immédiate. Imavov représente la victoire par survie intelligente et usure. Le vainqueur imposera non seulement son nom, mais une façon de gagner. Et dans une division déjà saturée de puissance, ce détail peut redéfinir toute la hiérarchie. C'est pour cela que ce combat compte. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour ce qu'il oblige chacun à devenir après. Si Chimaev gagne vite et proprement, la division middleweight se retrouve sous pression immédiate. Il ne sera plus simplement un contender spectaculaire, mais un facteur de déséquilibre. Le champion en place devra préparer un camp anti-lutte compressive, anti-pression totale. Cela influence même les combats qui ne l'impliquent pas. Les autres prétendants devront démontrer qu'ils savent gérer la lutte sous stress maximal. Le standard monte. Mais si Chimaev gagne difficilement, la division respire. On comprend qu'il est battable sur la durée. Les profils techniques, endurants, stratégiques reprennent de la valeur. La division devient plus ouverte. On cesse de chercher l'anti-Chimaev parfait. Et on revient à une logique classique de hiérarchie. Si Imavov gagne, l'effet est encore plus profond. Cela signifie que la domination explosive peut être neutralisée par la lecture et la discipline. La division s'oriente alors vers des profils hybrides, capables de survivre aux premières vagues. Le modèle de réussite change. Chimaev, s'il gagne facilement, reste dans son paradigme. Pression, écrasement, certitude. Le danger à long terme est alors invisible. Il n'a toujours pas été forcé à évoluer. Or, les champions durables sont ceux qui ont été contraints de s'adapter avant d'atteindre le sommet. S'il gagne dans la difficulté, il sort plus complet, mais il perd quelque chose, l'effet paralysant qu'il exerce avant même le combat. Les futurs adversaires sauront qu'il peut être ralenti. S'il perd, tout dépend de la manière. Une défaite compétitive peut être intégrée. Une défaite structurelle, où il est neutralisé et lu, impose une reconstruction. Il devra revoir son économie d'énergie, sa patience, sa gestion du tempo. Imavov, lui, joue différemment. S'il perd après avoir résisté, il gagne en crédibilité stratégique. Il devient un test sérieux pour tout le top 5. S'il gagne, il change d'identité. Il ne sera plus perçu comme un technicien dangereux, mais comme un homme capable de briser un mythe. Cela attire des combats plus lourds, mais aussi une pression mentale différente, celle de devoir confirmer. L'UFC construit des récits. Ce combat décide lequel des deux récits survit. Si Chimaev confirme sa domination, le récit de la menace incontrôlable continue. Cela simplifie la promotion. Il devient l'homme que personne ne veut affronter. Si Imavov s'impose, le récit change. On ne parle plus d'invincibilité brute, mais de résilience stratégique. Cela donne une autre couleur à la division, moins de peur, plus d'analyse. Dans les deux cas, le combat enrichit la base d'informations sur Chimaev. Jusqu'ici, son mythe repose sur la rupture rapide. Après Imavov, on saura s'il peut exister dans un combat complexe. Ce combat impose un nouveau standard pour affronter Chimaev. S'il domine, la question pour les futurs adversaires sera « Comment survivre aux 5 premières minutes ?» S'il est ralenti, la question devient « Comment l'amener au round 3 sans dégâts majeurs ?» Imavov, indépendamment du résultat, fournit un manuel stratégique à la division. Même dans la défaite, il peut montrer des pistes exploitables. Imavov vs Chimaev n'est pas un simple duel de compétences. C'est un test de viabilité de modèle. Le modèle Chimaev, compression immédiate, domination coercitive, fin rapide.
Le modèle Imavov, survie intelligente, adaptation progressive, usure stratégique. Le résultat ne dira pas seulement qui est meilleur ce soir-là, il dira quel modèle résiste au temps et à l'évolution du niveau global. Et c'est là que réside la vraie portée du combat. Non pas dans le chaos potentiel, mais dans la réponse à une question simple. La domination explosive suffit-elle encore au sommet? Ou faut-il désormais savoir durer? C'est cette question que la cage tranchera.